Merci Yannick. D'ailleurs, je voudrais dire que vous avez un vrai talent, Monsieur Le Cornu, que nous découvrons aujourd'hui, mais dont nous ne doutions pas, effectivement. Donc, non, je voudrais remercier tous les intervenants. Je trouve que c'était passionnant et je n'ai pas salué tout à l'heure, je le prie de m'en excuser, aussi Monsieur Temataï Legaï, qui est là, ancien député, et qui représente justement le président de l'Assemblée de Polynésie française. Et c'est important de le souligner puisque nous avons effectivement ce statut particulier et merci à Monsieur Chico d'assumer cette radicalité vertueuse que je partage, que l'on traduirait différemment en Polynésie, mais je partage le sens et effectivement ce différentialisme que vous revendiquez. Mais pas par opposition à la République ou au reste effectivement de nos territoires de la République, ni à l'Hexagone ou à la métropole, comme on le dit encore chez nous, sans problème. Mais simplement parce que ça fait sens, et ça fait sens au plan économique, bien entendu, comme ça a pu être exposé tout à l'heure, pour nous, à 16 000 km de Paris, de pouvoir à la fois nous gouverner librement et démocratiquement, tout en étant fiers d'être au sein de cette République française et d'en bénéficier à la fois de la solidarité et de la protection. Alors, mais ce n'est pas le sujet institutionnel qui nous guide aujourd'hui. Ce que je voudrais dire particulièrement, c'est que ce à quoi nous nous efforçons, nous, depuis l'arrêt des essais nucléaires, qui est quand même un gros sujet en Polynésie française, mais je m'en cantonnerai à sa dimension économique, et donc finalement au tarissement de cette ressource particulière, et je n'ai pas justifié les essais ni aller sur le débat de ses conséquences sanitaires ou environnementales, mais je parlerai de la bulle économique et de ces transferts financiers massifs qui sont venus en Polynésie alimenter une économie autour de cette rente nucléaire. Il y a eu de la recherche d'ailleurs économique sur le sujet. J'ai pu être à un moment aussi ministre de la reconversion économique en Polynésie, c'est-à-dire que nous recherchons depuis la suspension puis l'arrêt des essais nucléaires à pouvoir réorienter on va dire, l'économie et trouver de nouveaux relais de croissance. Alors, la théorie est jolie à indiquer, mais je crois que c'est l'un des challenges, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est quels sont les leviers concrets pour soutenir nos entreprises ultramarines. L'un des challenges qui se pose à nous, c'est aussi, et c'est un paradoxe, comment accompagner cette reconversion économique en s'appuyant sur nos locomotives issues des moteurs du passé. Et c'est effectivement à l'abri de cette bulle économique qu'on peut aussi naître des situations de monopole, des situations de captation. Alors il y a eu la théorie de la cascade ou la théorie du ruissellement en économie. Ruissellement, ça veut bien dire que la cascade a fini par tarir totalement les gouttelettes qui arrivaient en bas de l'échelle. Et en même temps, et donc tous les efforts de régulation économique, et ce que l'on évoquera certainement sur la seconde table, visent à pouvoir atténuer ces effets monopolistiques, en tout cas leur nuisance éventuelle et avérée dans certains cas. Mais le sujet aujourd'hui est aussi de voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces moteurs économiques existants, dont on hérite, on va dire, d'une situation historique économique différente, je parle des essais nucléaires en Polynésie, pour les réorienter vers le développement de ce qu'on a appelé tantôt l'économie endogène ou le développement local, ou plus modestement, de nouvelles filières d'excellence. Et la délégation aux Outre-mer va se pencher sur ce sujet prochainement. Alors, ce n'est pas évident, et pour avoir été effectivement en charge de ce sujet-là, nous sommes en plein paradoxe, dans la mesure où, par la régulation, nous souhaitons diversifier les acteurs et apporter davantage d'initiatives là où peut-être cette cascade a été captée. Et à l'inverse, la capacité à agir quand on a des tissus économiques qui sont composés à 95% de TPE ou de PME réside aussi sur la capacité à mobiliser les moteurs du passé, enfin dits du passé, qui sont en gros les grandes entreprises d'aujourd'hui qui forment 5% des tissus d'entreprises dans nos collectivités. Alors, je donnerai un exemple concret. Nous avons tenté, avec un mécanisme de défiscalisation locale en Polynésie française, de venir accompagner, l'un accompagne l'autre en fonction du côté qu'on se trouve, mais l'effort fait par l'État en matière de défiscalisation nationale pour les investissements productifs, et c'est un sujet de la semaine. Nous avons
c'est une victoire pour nous. Peut-être Bercy aura un autre regard sur ce sujet, mais supprimer l'article 7 qui venait contraindre ce dispositif. Nous avons donc développé un mécanisme de défiscalisation locale pour pouvoir orienter vers des filières dites stratégiques chez nous en Polynésie, c'est-à-dire le tourisme notamment, mais aussi la pêche. Avec la pêche, la construction navale, puisque nous avons tenu à bonifier davantage des bateaux qui seraient construits en Polynésie pour un effet de rebond immédiat et un effet domino ou keynésien, même si le terme est aujourd'hui un petit peu galvaudé. Mais en même temps, ça consomme de la ressource effectivement publique. Et dans le climat de tension qu'on ne peut pas ignorer non plus sur les finances publiques au plan national, c'est vrai que le gouvernement, et nous ne sommes pas insensibles, bien entendu, même si nous revendiquons la nécessité de faire des efforts budgétaires pour les Outre-mer, le gouvernement nous appelle aussi à trouver les moyens de pouvoir mieux dépenser, et pas forcément plus dépenser. Et c'est là, je pense, que toute la problématique que nous avons à résoudre aujourd'hui, et je voudrais, pour ne pas être trop long et ne pas trop capter, on va dire, le temps de parole, peut-être amener une réflexion sur quelques points d'un point très concret, parce que je n'ai pas oublié le mot concret qui était dans l'intitulé qu'on a eu tout à l'heure. D'abord, je pense qu'on devrait travailler davantage tous ensemble et échanger davantage entre Outre-mer. Je sais que cette volonté est portée par notre président de délégation, parce que je trouve que les best practices, en bon français, en tout cas les bonnes formules que nous pouvons avoir ci et là, que ce soit aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte ou en Polynésie, en Calédonie, enfin partout, et à Saint-Pierre-et-Miquelon aussi, évidemment, eh bien on échange peu, on sait peu ce qui se fait chez chacun d'entre nous, et on est toujours, y compris dans cette réflexion économique, dans ce couloir de discussion avec Paris, et c'est très bien, et on a aujourd'hui un directeur général des Outre-mer qui connaît bien nos territoires, mais il faut aussi qu'on puisse échanger entre nous, et je trouve qu'on là-dessus on peine. Ça, c'est une dimension concrète, et sur le plan économique, je suis sûr qu'on a des choses à partager, des erreurs aussi à partager, parce qu'on apprend de nos erreurs, et la Polynésie ne donne pas de leçons à quiconque, parce qu'on en a aussi à recevoir des autres. Donc, mais notre autonomie peut-être nous donne une capacité à agir, et cette agilité qu'on évoquait tout à l'heure, on peut aussi la partager. L'autre aspect, c'est que souvent, et on le voit avec le verdissement de la finance publique, y compris dans le monde bancaire, on demande de plus en plus aux entreprises, finalement, d'adopter ce credo du verdissement pour pouvoir même maintenant accéder au financement. C'est bien. Il ne faut pas non plus que ce soit l'occasion simplement de vouloir acheter une conscience en Outre-mer lorsqu'on ne peut pas le faire ailleurs. Je suis aussi direct sur le sujet, et je me demande s'il ne faut pas rajouter à cette question du verdissement, cette question justement de la reconversion économique ou de la transition économique. Ça suppose que les territoires, parce que c'est à cette échelle qu'il faut le faire, aient défini les priorités économiques en question. Lorsqu'on veut trouver de nouveaux moteurs, ça veut dire qu'on identifie ceux qu'on estime comme trop vieux et qu'on va vers les nouveaux. Et je pense que ça simplifiera, en tout cas j'essaie d'être optimiste comme Annick, ça simplifiera aussi le dialogue annuel qu'on ne pourra pas s'empêcher d'avoir avec l'État qui a cette crise des finances publiques. Et à mon sens, il faudrait aller plus loin dans cette question du verdissement, ou alors le verdissement doit devenir avant tout celui du développement endogène, local, diffusé, de transition ou de reconversion économique. Je mets tous ces termes parce que je trouve que le verdissement que pour le verdissement ne servira pas à grand-chose, et peut-être identifié même comme un frein à l'initiative aujourd'hui, en tout cas un poids sur l'accessibilité au crédit, et on sait bien que nous en avons besoin. Le dernier point que je voudrais évoquer, et je vois Yannick qui secoue la tête, donc je vais être un peu plus court, ou alors c'est une approbation permanente. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est effectivement de passer de cette logique patrimoniale à la logique productive. Annick Girardin le disait tout à l'heure, nous avons effectivement, à chaque fois qu'on parle des Outre-mer, l'occasion de dire que grâce à nous, nous sommes la deuxième, alors peut-être pas puissance maritime mondiale, mais la deuxième étendue maritime mondiale. Il y a une nuance qui est importante. Et on a, Annick parlait aussi de la forêt et des mers, et il y a eu, je voudrais vous le signaler aussi, un
un colloque, me semble-t-il, que c'est le terme, qui s'est tenu au CESEC, donc au Conseil économique, social, environnemental et culturel en Polynésie, sur les questions liées au crédit carbone et au carbone bleu notamment, avec le CNRS qui visait à réfléchir justement à la capacité à valoriser, mais aussi pas simplement valoriser pour le faire, mais qu'il y ait un retour envers nos territoires sur ces poumons que nous constituons de la planète et qui sont aujourd'hui des poumons français, mais aussi à l'échelle humaine particulièrement importants. Pour vous dire que nous ne pouvons pas non plus, et Bercy nous le rappelle à chaque fois, rester dans une logique de main tendue et de préservation d'acquis budgétaires à tout prix, mais venir aussi objectiver les demandes et les orienter à tout prix vers la reconversion depuis ces bulles anciennes ou ces moteurs anciens vers de nouveaux moteurs qui sont dans nos collectivités, parfois enfouis sous les vestiges de vieilles analyses, comme M. Chicot nous l'a rappelé, ou parfois tout simplement sous nos yeux, mais avec peut-être la nécessité de se fédérer pour avoir envie de changer les choses. Alors, je retiens de tout ce qu'on a pu entendre, parce que les leviers concrets, nous les avons entendus, je pense, la formation, l'IA et le numérique. À mon époque, on parlait d'informatique. Maintenant, ça fait très vieux jeu de dire ça. Donc, l'IA, effectivement, fait partie, ouvre des possibilités énormes pour nos territoires qui sont pour l'instant sous-exploités. L'innovation, l'investissement stratégique, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer au travers de cette reconversion économique. Et je rajouterai quand même un point important qui est aussi cette notion de diffusion économique. Pour reprendre la question de la cascade et du ruissellement, je pense que la fracture sociale est importante dans nos territoires, quels qu'ils soient, et que si nous devons réfléchir à ces leviers de soutien aux entreprises ultramarines, c'est aussi pour mieux diffuser les fruits du développement dans nos territoires. Je finirai là-dessus. Pardon si j'étais un peu long, Monsieur Le Cornu. Non, non, non.